La crise de la culture. 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Qu'est-ce que la liberté? Partie 1. Soulever la question « Qu'est-ce que la liberté ?» semble une entreprise désespérée. Tout se passe comme si des contradictions et des antinomies sans âge attendaient ici l'esprit pour le jeter dans des dilemmes logiquement insolubles, de sorte que, selon le parti adopté, il devient aussi impossible de concevoir la liberté ou son contraire que de former la notion d'un cercle carré. Sous sa forme la plus simple, la difficulté peut être résumée comme la contradiction entre notre conscience, qui nous dit que nous sommes libres et par conséquent responsables, et notre expérience quotidienne dans le monde extérieur où nous nous orientons d'après le principe de causalité. Dans toutes les choses pratiques, et spécialement dans les choses politiques, nous tenons la liberté humaine pour une vérité qui va de soi, et c'est sur cet axiome que les lois reposent dans les communautés humaines, que les décisions sont prises, que les jugements sont rendus. Dans tous les champs de travail scientifique et théorique, au contraire, nous procédons d'après la non moins évidente vérité du nihil ex nihilo, du nihil sine causa, c'est-à-dire en supposant que même nos propres vies sont, en dernière analyse, soumises à des causes, et que, s'il doit y avoir en nous-mêmes un moi ultimement libre, celui-ci, en tout cas, n'apparaît jamais sans équivoque dans le monde phénoménal et ne peut donc jamais devenir l'objet d'une assertion théorique. D'où le fait que la liberté tourne au mirage au moment où la psychologie pénètre dans son domaine réputé le plus intime. Car le rôle que la force joue dans la nature, comme cause du mouvement, a pour contrepartie dans la sphère mentale le motif comme cause de la conduite. Il est vrai que l'épreuve de la causalité, la prévisibilité de l'effet, si toutes les causes sont connues, ne peut être appliquée au domaine des affaires humaines. Mais cette imprévisibilité pratique n'est pas une preuve de la liberté. Elle signifie simplement que nous ne sommes jamais en mesure de connaître toutes les causes qui entrent en jeu. Cela, d'une part, simplement à cause du grand nombre des facteurs, mais aussi parce que les motifs humains, à la différence des forces naturelles, demeurent cachés à tous les regards, à l'observation des autres hommes comme à l'introspection. La plus grande clarification dans ces obscurités, nous la devons à Kant et à son idée que la liberté n'est pas plus contestable pour le sens interne et à l'intérieur du champ de l'expérience interne qu'elle ne l'est au sens par lesquels nous connaissons et comprenons le monde. Que la causalité soit ou non à l'œuvre au sein de la nature et de l'univers, c'est certainement une catégorie de l'esprit de mettre de l'ordre dans toutes les données sensorielles, quelle que puisse être leur nature, et c'est ainsi qu'il rend l'expérience possible. C'est pourquoi l'antinomie entre la liberté pratique et la non-liberté théorique, toutes deux également évidentes dans leurs champs respectifs, ne renvoie pas simplement à une dichotomie entre la science et l'éthique, mais se trouve dans les expériences de la vie quotidienne, où la science et l'éthique, à la fois, ont leurs points de départ respectifs. Ce n'est pas la théorie scientifique, mais la pensée elle-même, dans son activité de compréhension pré-scientifique et pré-philosophique, qui semble dissoudre et anéantir la liberté sur laquelle est fondée notre conduite pratique. Car dès que nous réfléchissons sur un acte qui a été entrepris avec la conviction que nous sommes un agent libre, il semble tomber sous l'emprise de deux sortes de causalité. D'un côté, la causalité de la motivation interne, et de l'autre, celle du principe causal qui régit le monde extérieur. Kant sauva la liberté de cette double atteinte en distinguant entre une raison pure ou théorique et une raison pratique, dont le centre est le libre arbitre. Et ici, il importe de se souvenir que l'agent du libre arbitre, qui est pratiquement de la plus haute importance, n'apparaît jamais dans le monde phénoménal, ni dans le monde extérieur de nos 5 sens, ni dans le champ du sens interne, grâce auquel je me sens moi-même. Cette solution, opposant l'impératif de la volonté à la compréhension de la raison, est assez ingénieuse et peut même suffire à établir une loi morale dont la cohérence logique n'est aucunement inférieure à celle des lois naturelles.
Mais elle fait peu pour éliminer la difficulté la plus grande et la plus dangereuse, à savoir que la pensée elle-même, aussi bien sous sa forme théorique que sous sa forme pré-théorique, fait disparaître la liberté. Sans compter le fait qu'il devrait paraître étrange que la faculté de la volonté, dont l'activité essentielle consiste à commander, soit le refuge de la liberté. Pour la question de la politique, le problème de la liberté est crucial, et aucune théorie politique ne peut prétendre demeurer indifférente au fait que ce problème a conduit au cœur du bois obscur où la philosophie s'est égarée. C'est la thèse des considérations suivantes que la raison de cette obscurité est que le phénomène de la liberté n'apparaît pas du tout dans le domaine de la pensée, que ni la liberté ni son contraire ne sont expérimentés dans le dialogue entre moi et moi-même, au cours duquel surgissent les grandes questions philosophiques et métaphysiques, et que la tradition philosophique, dont nous considérons plus tard l'origine à ce point de vue, a faussé, au lieu de la clarifier, l'idée même de la liberté telle qu'elle est donnée dans l'expérience humaine, en la transposant de son champ originel, le domaine de la politique et des affaires humaines en général, à un domaine intérieur, la volonté, où elle serait ouverte à l'introspection. Comme première et préliminaire justification de cette approche, on peut remarquer qu'historiquement, le problème de la liberté a été la dernière des grandes questions métaphysiques traditionnelles, comme l'être, le néant, l'âme, la nature, le temps, l'éternité, etc., à devenir thème de la recherche philosophique. Il n'y a pas de préoccupation concernant la liberté dans toute l'histoire de la grande philosophie, depuis les présocratiques jusqu'à Plotin, le dernier philosophe antique. Et quand la liberté fit sa première apparition dans notre tradition philosophique, ce fut l'expérience de la conversion religieuse, de saint Paul d'abord, de saint Augustin ensuite, qui la suscita. Le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème certes, mais comme un fait de la vie quotidienne, est le domaine politique. Et même aujourd'hui, que nous le sachions ou non, la question de la politique et le fait que l'homme possède le don de l'action doit toujours être présente à notre esprit quand nous parlons du problème de la liberté. Car l'action et la politique, parmi toutes les capacités et possibilités de la vie humaine, sont les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l'idée sans présumer, au moins, que la liberté existe, et nous ne pouvons toucher à une seule question politique sans mettre le doigt sur une question où la liberté humaine est en jeu. La liberté, en outre, n'est pas seulement l'un des nombreux problèmes et phénomènes du domaine politique proprement dit, comme la justice, le pouvoir ou l'égalité. La liberté, qui ne devient que rarement, dans les périodes de crise ou de révolution, le but direct de l'action politique, est réellement la condition qui fait que des hommes vivent ensemble dans une organisation politique. Sans elle, la vie politique comme telle serait dépourvue de sens. La raison d'être de la politique est la liberté, et son champ d'expérience est l'action. Cette liberté que nous prenons pour allant de soi dans toute théorie politique, et que même ceux qui louent la tyrannie doivent encore prendre en compte, est l'opposé même de la liberté intérieure. Cet espace intérieur dans lequel les hommes peuvent échapper à la contrainte extérieure et se sentir libres. Ce sentiment interne demeure sans manifestation externe et de ce fait, par définition, ne relève pas de la politique. Quelle que puisse être sa légitimité, et si éloquemment qu'on ait pu le décrire dans l'Antiquité tardive, il est historiquement un phénomène tardif, et il fut à l'origine le résultat d'une retraite hors du monde, dans laquelle des expériences mondaines furent transformées en expériences intérieures au moi. Les expériences de la liberté intérieure sont dérivées en ceci qu'elles présupposent toujours un repli hors du monde, où la liberté était refusée, dans une intériorité à laquelle nul autre n'a accès. L'espace intérieur, où le moi est à l'abri du monde, ne doit pas être confondu avec le cœur ou l'esprit qui existe et fonctionne, tous deux seulement, en interrelation avec le monde. Non le cœur, non l'esprit, mais l'intériorité comme lieu d'absolue liberté à l'intérieur du moi fut découverte dans l'Antiquité tardive par ceux qui n'avaient pas de place propre dans le monde et manquaient donc d'une condition mondaine qui, depuis la première Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, a été unanimement tenue pour un postulat de la liberté.
Le caractère dérivé de cette liberté intérieure, ou de la théorie selon laquelle la région propre de la liberté humaine est le domaine intérieur de la conscience, apparaît plus clairement si nous remontons à ses origines. Ce n'est pas l'individu moderne et son désir de se déployer, de se développer et de s'épanouir, et sa peur justifiée que la société n'absorbe le meilleur de son individualité et son insistance énergique sur l'importance du génie et de l'originalité, mais les sectes populaires et vulgarisatrices de l'Antiquité tardive, qui n'ont de commun avec la philosophie que le nom, qui sont représentatives à cet égard. Aussi, les arguments les plus convaincants en faveur de l'absolue supériorité de la liberté intérieure peuvent encore être trouvés dans un essai d'Épictète, qui commence par affirmer que l'homme libre est celui qui vit comme il le souhaite. Définition qui fait étrangement écho à une phrase de la Politique d'Aristote, où l'affirmation « la liberté pour un homme signifie faire ce qu'il désire » est placée dans la bouche de ceux qui ne savent pas ce qu'est la liberté. Épictète poursuit alors en montrant qu'un homme est libre s'il se limite à ce qui est en son pouvoir, s'il ne s'engage pas dans un domaine où il peut rencontrer des obstacles. Le savoir-vivre consiste à savoir distinguer entre le monde étranger, sur lequel l'homme n'a aucun pouvoir, et le moi, dont il peut disposer à son idée. Historiquement, il est intéressant de remarquer que l'apparition du problème de la liberté dans la philosophie de saint Augustin fut ainsi précédée par la tentative consciente de séparer de la politique la notion de liberté pour parvenir à une formule grâce à laquelle on pourrait être un esclave dans le monde et demeurer libre. Conceptuellement, cependant, la liberté d'Épictète, qui consiste à être libéré de ses propres désirs, n'est qu'un renversement des notions politiques courantes de l'Antiquité et l'arrière-fond politique contre lequel tout ce corps de philosophie populaire a été formulé. Le déclin évident de la liberté dans l'Empire romain tardif trouve encore une expression très claire dans le rôle que jouent en lui des notions telles que le pouvoir, la domination et la propriété. D'après la pensée antique, l'homme ne pouvait se libérer de la nécessité qu'en exerçant un pouvoir sur d'autres hommes, et il ne pouvait être libre que s'il possédait un lieu, un foyer dans le monde. Épictète transposait ces relations mondaines en relations à l'intérieur de l'homme lui-même, et il découvrait qu'aucun pouvoir n'est aussi absolu que celui que l'homme exerce sur lui-même, et que l'espace intérieur où l'homme lutte contre lui-même et se maîtrise lui-même est plus entièrement sien, à savoir plus sûrement protégé de l'ingérence extérieure que ne pourrait jamais l'être aucun foyer dans le monde. Par conséquent, en dépit de la grande influence que le concept d'une liberté intérieure non politique a exercée sur la tradition de la pensée, il semble qu'on puisse affirmer que l'homme ne saurait rien de la liberté intérieure s'il n'avait d'abord expérimenté une liberté qui soit une réalité tangible dans le monde. Nous prenons conscience d'abord de la liberté ou de son contraire dans notre commerce avec d'autres, non dans le commerce avec nous-mêmes. Avant de devenir un attribut de la pensée ou une qualité de la volonté, la liberté était comprise comme le statut de l'homme libre qui lui permettait de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde et de rencontrer d'autres gens en actes et en paroles. Il est clair que cette liberté était précédée par la libération. Pour être libre, l'homme doit s'être libéré des nécessités de la vie. Mais le statut d'homme libre ne découlait pas automatiquement de l'acte de libération. Être libre exigeait, outre la simple libération, la compagnie d'autres hommes dont la situation était la même et demandait un espace public commun où les rencontrer. Un monde politiquement organisé, en d'autres termes, où chacun des hommes libres puisse s'insérer par la parole et par l'action. Manifestement, la liberté ne caractérise pas toute forme de rapport humain et toute espèce de communauté. Là où des hommes vivent ensemble mais ne forment pas un corps politique, par exemple dans les sociétés tribales ou dans l'intimité du foyer, les facteurs réglant leurs actions et leur conduite ne sont pas la liberté, mais les nécessités de la vie et le souci de sa conservation. En outre, partout où le monde fait par l'homme ne devient pas scène pour l'action et la parole, par exemple dans les communautés gouvernées de manière despotique qui exilent leurs sujets dans l'étroitesse du foyer et empêchent ainsi la naissance d'une vie publique, la liberté n'a pas de réalité mondaine. Sans une vie publique politiquement garantie,
il manque à la liberté l'espace mondain où faire son apparition. Certes, elle peut encore habiter le cœur des hommes comme désir, volonté, souhait ou aspiration. Mais le cœur humain, nous le savons tous, est un lieu très obscur. Et tout ce qui se passe dans son obscurité ne peut être désigné comme un fait démontrable. La liberté comme fait démontrable et la politique coïncident et sont relatives l'une à l'autre comme deux côtés d'une même chose. Cependant, c'est précisément cette coïncidence de la politique et de la liberté qui ne va plus de soi à la lumière de l'expérience politique qui est aujourd'hui la nôtre. La montée du totalitarisme, sa revendication d'avoir subordonné toutes les sphères de la vie aux exigences de la politique et sa non-reconnaissance logique des droits civils, surtout des droits de la vie privée et du droit à être libéré de la politique, nous font douter non seulement de la coïncidence de la politique et de la liberté, mais encore de leur compatibilité. Nous sommes enclins à croire que la liberté commence où la politique finit, parce que nous avons vu que la liberté avait disparu là où des considérations soi-disant politiques l'emportaient sur tout le reste. Le credo libéral, moins il y a de politique, plus il y a de liberté, n'était-il pas juste au fond? N'est-il pas vrai que l'espace laissé à la liberté est d'autant plus vaste qu'il restreint l'espace occupé par le politique? En fait, n'avons-nous pas raison de mesurer l'extension de la liberté dans une communauté politique donnée à l'ampleur du champ qu'elle laisse libre aux activités non politiques en apparence, libre entreprise économique ou liberté de l'enseignement, de la religion ou des activités culturelles et intellectuelles? N'est-il pas vrai que nous croyons tous d'une manière ou d'une autre que la politique n'est compatible avec la liberté que par ce, et pour autant, qu'elle garantit une possibilité de se libérer de la politique? Cette définition de la liberté politique comme possibilité de libération de la politique ne nous est pas simplement imposée par nos expériences les plus récentes. Elle a joué un grand rôle dans l'histoire de la théorie politique. Il suffit de remonter aux penseurs politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui, très souvent, identifièrent simplement la liberté politique avec la sécurité. Le plus haut but de la politique, la fin du gouvernement, était de garantir la sécurité. La sécurité, à son tour, rendait la liberté possible, et le mot liberté désignait une quintessence des activités qui se produisaient en dehors du domaine politique. Même Montesquieu, bien qu'il eût sur l'essence de la politique une opinion non seulement différente, mais beaucoup plus haute que Hobbes ou Spinoza, pouvait encore, à l'occasion, poser comme équivalente la liberté politique et la sécurité. L'essor des sciences politiques et sociales au XIXe et XXe siècle a même élargi le fossé entre la liberté et la politique. Car le gouvernement, qui depuis le début de l'âge moderne avait été identifié avec le domaine total du politique, était maintenant considéré comme le protecteur désigné moins de la liberté que du processus de la vie, des intérêts, de la société et de ses individus. La sécurité demeurait le critère décisif, mais non la sécurité de l'individu, relativement à la mort violente, comme chez Hobbes, où la condition de toute liberté est le fait d'être libéré de la peur, mais une sécurité qui devait permettre un développement ininterrompu du processus vital de la société envisagée comme un tout. Ce processus vital n'est pas lié à la liberté, mais suit une nécessité qui lui est immanente. Et il ne peut être appelé libre qu'au sens où nous disons qu'un fleuve qu'il coule librement. Ici, la liberté n'est même pas le but non politique de la politique, mais un phénomène marginal, qui constitue en quelque sorte la limite que le gouvernement ne doit pas franchir, à moins que ne soit en jeu la vie elle-même, ses nécessités et ses intérêts immédiats. Ainsi, non seulement nous, qui avons nos raisons pour nous défier de la politique, s'il s'agit d'assurer la liberté, mais l'époque moderne tout entière avons séparé liberté et politique. Je pourrais même remonter plus profondément dans le passé et évoquer de vieux souvenirs et de vieilles traditions. Le concept séculier prémoderne de liberté était certainement dépourvu d'ambiguïté dans son insistance à séparer la liberté des sujets de toute participation directe au gouvernement. La liberté et la libération du peuple consistaient à avoir le gouvernement des lois grâce auxquelles sa vie et ses biens peuvent le plus être siens. Ce n'est pas de participer au gouvernement qui ne les concerne en rien.
comme le récapitule Charles Ier dans le discours qu'il fit sur l'échafaud. Ce ne fut pas par désir de liberté que le peuple exigea finalement de participer au gouvernement ou d'être admis dans le domaine politique, mais par défiance envers ceux qui détenaient le pouvoir sur sa vie et ses biens. Le concept chrétien de liberté politique, en outre, naquit de la suspicion et de l'hostilité des premiers chrétiens envers le domaine public comme tel, des soucis duquel il leur fallait être dispensés pour être libres. Et cette liberté chrétienne pour le salut avait été précédée, comme nous l'avons vu plus haut, par l'abstention de la politique chez le philosophe, comme postulat du mode de vie le plus haut et le plus libre, la vita contemplativa. Malgré le poids énorme de cette tradition, et malgré la leçon peut-être plus décisive encore de nos propres expériences, qui poussent tous deux dans la même direction d'un divorce entre la liberté et la politique, je pense que le lecteur peut croire qu'il a seulement lu un vieux truisme quand j'ai dit que la raison d'être de la politique est la liberté, et que cette liberté est essentiellement expérimentée dans l'action. Dans ce qui suit, je ne ferai rien de plus que réfléchir sur ce vieux truisme. Qu'est-ce que la liberté? Partie 2. La liberté, envisagée dans ses rapports avec la politique, n'est pas un phénomène de la volonté. Nous ne traitons pas ici du liberum arbitrium, liberté de choix qui arbitre et décide entre deux données, l'une bonne et l'autre mauvaise, et dont le choix est prédéterminé par un motif qui n'a besoin que d'être invoqué pour commencer d'opérer. Et bien dès lors que je ne puis m'avérer un galant pour filer ces beaux jours bonimenteurs, je suis résolu de m'avérer un scélérat et d'exécrer leurs vaines amusettes. Elle est bien plutôt, pour rester avec Shakespeare, la liberté de Brutus, que cela soit ou nous mourrons, qui est la liberté d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui n'était pas donné, pas même comme un objet de connaissance ou d'imagination, et qui donc, strictement parlant, ne pouvait être connu. L'action, pour être libre, doit être d'une part libre de motifs, et d'autre part de son but visé comme effet prévisible. Cela ne veut pas dire que les motifs et les desseins ne sont pas des facteurs importants dans tout acte singulier. Ils sont les facteurs déterminants, et l'action est libre dans la mesure où elle peut les transcender. L'action, pour autant qu'elle est déterminée, est guidée par un but futur dont l'entendement a saisi le caractère désirable avant que la volonté ne le veuille. L'entendement fait appel à la volonté, car elle seule peut dicter l'action, pour paraphraser une description caractéristique de ce processus par Duns Scott. Le but de l'action varie et dépend des circonstances changeantes du monde. Reconnaître le but n'est pas une affaire de liberté, mais de bon ou mauvais jugement. La volonté, considérée comme une faculté humaine distincte et séparée, suit le jugement, c'est-à-dire la connaissance du but convenable, puis elle commande son exécution. Le pouvoir de commander, d'ordonner l'action, n'est pas une affaire de liberté, mais une question de force ou de faiblesse. L'action, dans la mesure où elle est libre, n'est pas plus sous la direction de l'entendement qu'elle n'est sous l'empire de la volonté, bien qu'elle ait besoin des deux pour l'exécution de tout but particulier. Mais elle a sa source dans quelque chose d'entièrement différent que, suivant la célèbre analyse par Montesquieu des formes de gouvernement, j'appellerais un principe. Les principes n'agissent pas à partir de l'intérieur du moi comme les motifs, ma propre difformité ou ma plaisante stature, et s'inspirent, pour ainsi dire, de l'extérieur. Et ils sont beaucoup trop généraux pour prescrire des buts particuliers, bien que tout projet particulier puisse être jugé à la lumière de son principe une fois que l'acte a été commencé. En effet, contrairement au jugement de l'entendement qui précède l'action, et contrairement au commandement de la volonté qui l'entame, le principe qui l'inspire devient pleinement manifesté dans le seul accomplissement de l'acte lui-même. Cependant, tandis que le bien fondé du jugement perd sa validité et que la force de la volonté qui commande s'épuise dans le cours de l'acte qu'ils exécutent en coopération, le principe qui l'inspire ne perd rien en force ou validité par l'exécution. À la différence de son but, le principe d'une action peut être répété maintes et maintes fois. Il est inépuisable. Et à la différence de son motif, la validité d'un principe est universelle. Elle n'est liée à aucune personne particulière,
ni à aucun groupe particulier. Cependant, la manifestation des principes ne se produit que par l'action. Ils sont manifestes dans le monde aussi longtemps que dure l'action, mais non plus longtemps. Les principes en ce sens sont l'honneur, la gloire, l'amour de l'égalité, que Montesquieu appelait la vertu, la distinction ou l'excellence. Le grec efforce-toi toujours de faire de ton mieux et d'être le meilleur de tous, mais aussi la crainte, la méfiance ou la haine. La liberté ou son contraire apparaissent dans le monde chaque fois que de tels principes sont actualisés. L'apparition de la liberté, comme la manifestation des principes, coïncide avec l'acte qui s'accomplit. Les hommes sont libres, d'une liberté qu'il faut distinguer du fait qu'ils possèdent le don de la liberté, aussi longtemps qu'ils y agissent, ni avant ni après. En effet, être libre et agir ne font qu'un. La liberté, comme inhérente à l'action, est peut-être illustrée le mieux par le concept machiavélien de virtu, l'excellence avec laquelle l'homme correspond aux occasions que le monde lui révèle sous la forme de la fortuna. Son sens est rendu de la meilleure façon par virtuosité, c'est-à-dire la perfection que nous attribuons aux arts d'exécution, différents des arts créateurs de fabrication, où l'accomplissement consiste dans l'exécution même et non dans un produit fini qui survit à l'activité qui l'a amené à l'existence et qui en devient indépendant. Le caractère de virtuosité de la virtu de Machiavel nous rappelle d'une certaine manière le fait, ignoré de Machiavel, que les Grecs utilisaient toujours des métaphores telles que le jeu de flûte, la danse, la guérison et le voyage en mer pour distinguer la politique des autres activités. Ce qui veut dire qu'ils puisaient leurs analogies dans ces arts pour lesquels la virtuosité d'exécution est décisive. Comme toute action comporte un élément de virtuosité, et puisque la virtuosité est la perfection que nous attribuons aux arts d'exécution, la politique a souvent été définie comme un art. Cela, bien sûr, n'est pas une définition, mais une métaphore. Et cette métaphore se révèle complètement fausse, si l'on tombe dans l'erreur commune de considérer l'État ou le gouvernement comme une œuvre d'art, comme une sorte de chef-d'œuvre collectif. Du point de vue des arts créateurs qui produisent quelque chose de tangible et réifient la pensée humaine dans une mesure telle que la chose produite possède une existence autonome, la politique est l'exact opposé d'un art. Ce qui, soit dit en passant, ne signifie pas qu'elle soit une science. Les institutions politiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dépendent d'hommes d'action pour leur pérennité. Leur conservation est assurée par les moyens mêmes qui les ont instaurés. L'existence indépendante témoigne du caractère de produit fabriqué de l'œuvre d'art. Le fait que sa conservation dépende d'une manière absolue d'actes postérieurs désigne l'État comme un produit de l'action. L'important n'est pas ici de savoir si l'artiste créateur est libre dans le processus de la création, mais de savoir que le processus créateur ne se déploie pas en public et n'est pas destiné à faire son apparition dans le monde. Donc l'élément de liberté incontestablement présent dans les arts créateurs reste caché. Ce n'est pas le libre processus créateur qui finalement fait son apparition et emporte au monde, mais l'œuvre d'art elle-même, le produit final du processus. Les arts d'exécution, par contre, présentent une grande affinité avec la politique. Les artistes qui se produisent, les danseurs, les acteurs de théâtre, les musiciens et leurs semblables ont besoin d'une audience pour montrer leur virtuosité, exactement comme les hommes qui agissent ont besoin de la présence d'autres hommes devant lesquels ils puissent apparaître. Les deux ont besoin d'un espace publiquement organisé pour leur œuvre, et les deux dépendent d'autrui pour l'exécution elle-même. Une telle scène où se produire ne va pas de soi partout où des hommes vivent ensemble au sein d'une communauté. La police grecque était autrefois précisément cette forme de gouvernement qui procurait aux hommes une scène où ils pouvaient jouer et une sorte de théâtre où la liberté pouvait apparaître. Employer le mot politique au sens de la police grecque n'est ni arbitraire ni forcé. Ce n'est pas seulement étymologiquement, ni seulement pour les érudits que le mot même, qui dans toutes les langues européennes dérive encore de l'organisation historiquement unique de la cité grecque, fait écho aux expériences de la communauté qui la première découvrit l'essence et le domaine du politique. Il est vraiment difficile, et même trompeur, de parler de politique et de ses principes les plus profonds, sans faire appel dans une certaine mesure aux expériences de l'Antiquité grecque et romaine. Et cela pour la seule raison que les hommes n'ont jamais, ni avant ni après, pensé si hautement l'activité politique
et attribuer tant de dignité à son domaine. En ce qui concerne la relation de la liberté à la politique, il y a une raison supplémentaire. Seules les anciennes communautés politiques étaient fondées dans le but exprès de servir les hommes libres. Ceux qui n'étaient ni esclaves soumis à la contrainte par autrui, ni travailleurs conduits et pressés par les nécessités de la vie. Si, donc, nous comprenons le politique au sens de la police, sa fin ou raison d'être serait d'établir et de conserver dans l'existence un espace où la liberté comme virtuosité puisse apparaître. Tel est le domaine où la liberté est une réalité du monde, tangible, en paroles qu'on peut entendre, en actes qu'on peut voir, en événements dont on parle, dont on se souvient, et que l'on transforme en histoire avant de les incorporer dans le grand livre de l'histoire humaine. Tout ce qui arrive sur cette scène est, par définition, politique, même quand il ne s'agit pas d'un produit direct de l'action. Ce qui demeure à l'extérieur, par exemple les grands faits des empires barbares, peut être impressionnant et remarquable, mais n'est pas politique au sens strict du mot. Toute tentative pour dériver le concept de liberté d'expérience du domaine politique semble étrange et saisissante, parce que toutes nos théories en ces matières sont dominées par l'idée que la liberté est un attribut de la volonté et de la pensée plutôt que de l'action. Et cette priorité ne dérive pas seulement de l'idée que tout acte doit être psychologiquement précédé par un acte cognitif de l'entendement et un commandement de la volonté pour mettre à exécution sa décision, mais aussi, et peut-être même essentiellement, parce qu'on croit que la liberté parfaite est incompatible avec l'existence de la société, qu'elle ne peut être tolérée dans sa perfection qu'en dehors du domaine des affaires humaines. Cet argument courant ne soutient pas, ce qui est peut-être vrai, qu'il est de la nature de la pensée d'avoir besoin de plus de liberté qu'aucune autre activité humaine, mais plutôt que le fait de penser n'est pas en lui-même dangereux, de sorte que seule l'action a besoin d'être contenue. Personne ne prétend que les actions doivent être aussi libres que les opinions. Cela, bien sûr, fait partie des dogmes fondamentaux du libéralisme, qui, malgré son nom, eut sa part dans le bannissement du domaine politique de la notion de liberté. Car la politique, selon cette même philosophie, ne doit s'occuper presque exclusivement que du maintien de la vie et de la sauvegarde de ses intérêts. Mais quand il s'agit de la vie, toute action est par définition sous l'empire de la nécessité, et le domaine propre pour s'occuper des nécessités de la vie est la gigantesque et toujours croissante sphère de la vie économique et sociale dont l'administration a éclipsé le domaine politique depuis le début des temps modernes. Les affaires étrangères seules, parce que les relations entre les nations abritent encore des hostilités et des sympathies qui ne peuvent être réduites à des facteurs économiques, semblent rester du domaine purement politique. Et même ici, la tendance qui prévaut est de considérer les problèmes et rivalités de puissances internationaux comme procédant en dernier ressort de facteurs et intérêts économiques. Mais de même que, en dépit de toutes les théories et doctrines, nous croyons encore que le fait de dire la liberté est la raison d'être de la politique n'est qu'un truisme. De même, en dépit de notre souci apparemment exclusif de la vie, nous continuons à tenir pour une évidence que le courage est une des vertus politiques principales, bien que, si tout cela n'était qu'une question de cohérence, ce qui évidemment n'est pas le cas, nous devrions être les premiers à condamner le courage comme un mépris stupide et même mauvais de la vie et de ses intérêts, c'est-à-dire des biens prétendus les plus grands de tous. Courage est un grand mot, et je n'entends pas par là l'audace de l'aventurier qui risque joyeusement sa vie pour être aussi profondément et intensément vivant que l'on peut l'être en face du danger et de la mort. La témérité n'est pas moins en rapport avec la vie que la lâcheté. Le courage, que nous considérons encore comme indispensable à l'action politique et que Churchill a nommé un jour la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres, ne satisfait pas notre sens individuel de la vitalité. Mais il est exigé de nous par la nature même du domaine public. Car ce monde qui est le nôtre, par cela même qu'il existait avant nous et qu'il est destiné à nous survivre, ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés. En tant que tel, le domaine public s'oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé, où, dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir à la sécurité du processus vital.
même de quitter la sécurité protectrice de nos quatre murs et d'entrer dans le domaine public. Cela demande du courage, non pas à cause de dangers particuliers qui peuvent nous y attendre, mais parce que nous sommes arrivés dans un domaine où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie, au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable, parce que, en politique, ce n'est pas la vie, mais le monde qui est en jeu. Qu'est-ce que la liberté, partie 3. Manifestement, cette idée d'une interdépendance de la liberté et de la politique se trouve en contradiction avec les théories sociales de l'époque moderne. Malheureusement, il ne s'ensuit pas que nous ayons seulement besoin de retourner aux traditions et aux théories plus anciennes, prémodernes. En fait, la plus grande difficulté à gagner une compréhension de ce qu'est la liberté vient du fait qu'un simple retour à la tradition, et spécialement à ce que nous avons coutume d'appeler la grande tradition, ne nous aide pas. Ni le concept philosophique de la liberté tel qu'il est apparu pour la première fois dans l'Antiquité tardive, où la liberté est devenue un phénomène de la pensée par lequel l'homme pouvait, pour ainsi dire, se convaincre par la raison de sortir du monde, ni la notion chrétienne et moderne du libre arbitre n'ont aucune base dans l'expérience politique. Notre tradition philosophique est presque unanime à soutenir que la liberté commence là où les hommes ont quitté le domaine de la vie politique, habité par le nombre, et qu'elle n'est pas expérimentée dans l'association avec les autres, mais dans le rapport avec soi-même. Que ce soit sous la forme d'un dialogue intérieur, que depuis Socrate nous appelons la pensée, ou dans un conflit à l'intérieur de moi-même. Cette lutte interne entre ce que je veux et ce que je fais, dont la dialectique meurtrière révéla d'abord à saint Paul puis à saint Augustin les équivoques et l'impuissance du cœur humain. Pour l'histoire du problème de la liberté, la tradition chrétienne est vraiment devenue le facteur décisif. Presque automatiquement, nous identifions la liberté au libre arbitre, c'est-à-dire à une faculté en fait inconnue à l'Antiquité classique. Car la volonté, telle que l'a découverte le christianisme, avait si peu de rapport avec les capacités bien connues de désirer, d'avoir l'intention et de poser un but, qu'elle n'a requis l'attention qu'apparaît être entrée en conflit avec celle-ci. Si la liberté n'était effectivement rien d'autre qu'un phénomène de la volonté, il nous faudrait en conclure que les anciens ne connaissaient pas la liberté. Cela, bien sûr, est absurde, mais si l'on souhaitait l'affirmer, on pourrait tirer argument de ce que j'ai mentionné plus haut, à savoir que l'idée de liberté n'a joué aucun rôle dans la philosophie antérieurement à saint Augustin. La raison de ce fait frappant est que, dans l'Antiquité grecque, aussi bien que romaine, la liberté fut un concept exclusivement politique, et même la quintessence de la cité et de la citoyenneté. Notre tradition philosophique de pensée politique, qui commence avec Parménide et Platon, fut fondée explicitement en opposition à cette police et à sa citoyenneté. Le mode de vie choisi par le philosophe fut compris en opposition au mode de vie politique. Donc la liberté, centre même de la politique telle que les Grecs la comprenaient, fut une idée qui presque par définition ne put entrer dans le cadre de la philosophie grecque. Ce fut seulement quand les premiers chrétiens, et spécialement saint Paul, découvrirent un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique, que le concept de liberté put entrer dans l'histoire de la philosophie. La liberté devint l'un des problèmes majeurs de la philosophie quand elle fut expérimentée comme quelque chose qui se produisait dans le rapport entre moi et moi-même, et hors du rapport entre les hommes. Le libre arbitre et la liberté devinrent des notions synonymes, et la présence de la liberté fut expérimentée dans la solitude complète, où nul homme ne pouvait empêcher la lutte ardente dans laquelle j'étais engagée avec moi-même, conflit mortel qui avait lieu dans la demeure intérieure de l'âme et l'obscure chambre du cœur. L'Antiquité classique n'était aucunement inexperte quant au phénomène de la solitude. Elle savait assez bien que l'homme solitaire n'est plus un, mais deux en un, qu'un commerce entre moi et moi-même commence au moment où le commerce entre moi et mes congénères a été interrompu pour une raison ou une autre. Outre ce dualisme qui est la condition existentielle de la pensée, la philosophie classique depuis Platon a insisté sur un dualisme entre l'âme et le corps, tel que la faculté humaine du mouvement a été assignée à l'âme, qui était censée mouvoir le corps et se mouvoir elle-même.
et ce fut encore dans la lignée de la pensée platonicienne d'interpréter cette faculté comme une domination de l'âme sur le corps. Cependant, la solitude augustinienne d'ardente lutte à l'intérieur de l'âme elle-même était entièrement inconnue, car le combat dans lequel il s'était trouvé engagé n'était pas un combat entre la raison et la passion, entre l'entendement et le thymos, c'est-à-dire entre deux facultés humaines différentes, mais c'était un conflit à l'intérieur de la volonté elle-même. Et cette dualité à l'intérieur d'une seule et même faculté avait été connue comme la caractéristique de la pensée, comme le dialogue que j'ai avec moi-même. En d'autres termes, le deux en un de la solitude qui met en mouvement sur le processus de pensée a l'effet exactement opposé sur la volonté. Il la paralyse et l'enferme à l'intérieur d'elle-même. Le vouloir dans la solitude est toujours fele et nole, vouloir et ne pas vouloir en même temps. L'effet paralysant que la volonté semble avoir sur elle-même apparaît d'autant plus surprenant que son essence même est à l'évidence de commander et d'être obéi. C'est pourquoi il apparaît comme une monstruosité que l'homme puisse commander à soi-même et ne pas être obéi, une monstruosité qui peut être expliquée seulement par la présence simultanée d'un « je veux » et d'un « je ne veux pas ». Mais cela est déjà une interprétation de saint Augustin. Le fait historique est que le phénomène de la liberté s'est manifesté originellement dans l'expérience que je ne fais pas ce que je voudrais, qu'il y a quelque chose comme un « je veux » et « ne peux pas ». Ce qui était inconnu à l'Antiquité n'était pas qu'il y ait un possible « je sais mais je ne veux pas », mais que le « je veux » et le « je peux » ne sont pas la même chose. Non hoc est vere, quod posse. Car je veux et je peux étaient bien sûr très familiers aux anciens. Il n'est besoin que de rappeler avec quelle insistance Platon a affirmé que seuls ceux qui savaient se gouverner eux-mêmes avaient le droit de gouverner les autres et d'être libérés de l'obligation de l'obéissance. Et il est vrai que la maîtrise de soi est demeurée l'une des vertus spécifiquement politiques, ne serait-ce que parce qu'elle est un phénomène marquant de la virtuosité où le « je veux » et le « je peux » doivent être si bien accordés qu'ils coïncident pratiquement. Si la philosophie antique avait reconnu la possibilité d'un conflit entre ce que je peux et ce que je veux, elle aurait certainement compris le phénomène de la liberté comme une qualité intrinsèque du « je peux », ou encore il est concevable qu'elle aurait pu le définir comme la coïncidence du « je veux » et du « je peux ». Elle ne l'aurait certainement pas pensé comme un attribut du « je veux » ou du « je voudrais ». Cette affirmation n'est pas une spéculation vide, même le conflit euripidien entre la raison et le typhos, tous deux simultanément présents dans l'âme, est un phénomène relativement tardif. Plus typique, et dans notre contexte plus intéressante, était la conviction que la passion peut aveugler la raison des hommes, mais qu'une fois que la raison a réussi à se faire entendre, il ne reste plus de passion pour empêcher l'homme de faire ce qu'il sait être bien. Cette conviction est encore sous-jacente à l'enseignement de Socrate, selon lequel la vertu est une sorte de savoir. Et notre stupeur que quelqu'un ait pu jamais penser que la vertu était rationnelle, qu'elle pouvait être apprise et enseignée, a pour origine notre familiarité avec une volonté qui est brisée en elle-même, qui veut et ne veut pas en même temps, bien plutôt qu'une intelligence supérieure de la prétendue impuissance de la raison. En d'autres termes, la volonté pouvoir et la volonté du pourvoir sont pour nous des notions presque identiques. Le siège du pouvoir est pour nous la faculté de la volonté en tant que connue et expérimentée par l'homme dans son rapport avec lui-même. Et pour cette volonté pouvoir, nous avons émasculé non seulement nos facultés de raisonnement et de connaissance, mais aussi bien d'autres facultés plus pratiques. Mais n'est-il pas clair, même pour nous, que, suivant les mots de Pindare, voici le plus grand malheur, se tenir avec ses pieds hors du bien et du beau que l'on connaît, contraint par la nécessité. La nécessité qui m'empêche de faire ce que je connais et veux peut surgir du monde ou de mon propre corps, ou d'une insuffisance en talent, dons et qualités, qui sont impartis à l'homme par naissance et sur lesquels il n'a pas plus de pouvoir qu'il n'en a sur d'autres circonstances. Tous ces facteurs psychologiques non exclus, conditionnent la personne de l'extérieur en ce qui concerne le « je veux » et le « je sais », c'est-à-dire le moi lui-même. Le pouvoir qui fait face à ces circonstances, qui libère pour ainsi dire la volonté et le savoir de leur enchaînement à la nécessité, est le « je peux ». Ce n'est que là où le « je veux » et le « je peux » coïncident que la liberté a lieu. Il existe encore une autre manière de confronter notre notion courante du libre arbitre, née d'un problème religieux et formulée en langage philosophique.
et les expériences plus anciennes strictement politiques de la liberté. Dans la renaissance de la pensée politique qui a suivi l'apparition de l'époque moderne, on peut distinguer entre les penseurs qui peuvent vraiment être appelés les pères de la science politique parce qu'ils faisaient écho aux découvertes nouvelles des sciences de la nature, leur plus grand représentant est Hobbes, et ceux qui, relativement non troublés par ces développements typiquement modernes, revinrent à la pensée politique de l'Antiquité, non du fait d'une prédilection pour le passé comme tel, mais simplement parce que la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de la politique, avait donné naissance à un domaine politique séculier indépendant, tel qu'on n'en avait pas connu depuis la chute de l'Empire romain. Le plus grand représentant de ce sécularisme politique fut Montesquieu, qui, bien qu'indifférent aux problèmes de nature strictement philosophique, était profondément conscient du caractère inadéquat du concept chrétien et philosophique de la liberté pour des buts politiques. Afin de s'en débarrasser, il distingua expressément entre la liberté philosophique et la liberté politique, et la différence consistait en cela que la philosophie n'exige pas plus de liberté que l'exercice de la volonté, indépendamment des circonstances et de la réalisation des buts que la volonté a posés. La liberté politique, au contraire, consiste à être capable de faire ce qu'on doit vouloir. La liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. L'accent est sur pouvoir. Pour Montesquieu, comme pour les anciens, il était évident qu'un agent ne pouvait plus être appelé libre quand il lui manquait la capacité de faire. Et il n'importe pas ici que cet échec soit causé par des factions extérieures ou par des facteurs intérieurs. J'ai choisi l'exemple de la maîtrise de soi parce que pour nous, celle-ci est clairement un phénomène de la volonté et du pouvoir de la volonté. Les Grecs, plus qu'aucun peuple, ont réfléchi sur la modération et sur la nécessité de dompter les coursiers de l'âme, et pourtant, ils n'ont jamais reconnu la volonté comme une faculté distincte, séparée des autres capacités humaines. Historiquement, les hommes ont pour la première fois découvert la volonté quand ils ont expérimenté son impuissance, et non son pouvoir quand ils ont dit avec saint Paul « Car le vouloir est présent, mais comment accomplir ce qui est bon, je ne trouve pas. » C'est la même volonté dont saint Augustin se plaignait qu'il ne lui sembla pas une monstruosité en partie de vouloir, en partie de ne pas vouloir. Et bien qu'il remarque que c'est une maladie de l'esprit, il admet aussi que cette maladie est, pour ainsi dire, naturelle pour un esprit possédé par une volonté. Parce que la volonté commande qu'il y ait une volonté, elle ne commande rien d'autre qu'elle-même. Si la volonté était entière, elle ne se commanderait même pas à elle-même d'être, parce qu'elle serait déjà. En d'autres termes, si l'homme a une volonté en général, elle doit toujours apparaître comme s'il y avait deux volontés présentes dans le même homme, luttant l'une contre l'autre pour gagner le pouvoir de son esprit. Par conséquent, la volonté est à la fois puissante et impuissante, libre et non libre. Quand nous parlons de l'impuissance et des limites posées à la volonté-pouvoir, nous pensons habituellement à l'impuissance de l'homme par rapport au monde qui l'entoure. Il est par conséquent de quelque importance de remarquer que dans ces premiers témoignages, la volonté n'était pas défaite par une force irrésistible de la nature ou des circonstances. La lutte qu'engendrait son apparition n'était ni le conflit d'un seul contre la multitude, ni la lutte contre le corps et l'esprit. Au contraire, la relation de l'esprit au corps était même, pour saint Augustin, l'exemple privilégié de l'énorme puissance inhérente à la volonté. L'esprit commande au corps et le corps obéit sur le champ. L'esprit commande à lui-même et il rencontre de la résistance. Le corps représente dans ce contexte le monde extérieur et n'est aucunement identique au moi. C'est à l'intérieur du moi, dans la demeure intérieure, interior domus, où Épictète croyait encore que l'homme était un maître absolu, que le conflit entre l'homme et lui-même éclatait et que la volonté était défaite. La volonté-pouvoir chrétienne fut découverte comme un organe de libération de soi et fut immédiatement mise en défaut. C'est comme si le « je veux » paralysait immédiatement le « je peux », comme si au moment où les hommes voulaient la liberté, ils perdaient leur capacité d'être libres. Dans le conflit mortel avec les désirs et les intentions de ce monde dont la volonté-pouvoir était censée libérer le moi, le plus que le vouloir semblait capable de l'accomplir était l'oppression. À cause de l'impuissance de la volonté, de son incapacité à engendrer le véritable pouvoir, sa constante défaite dans la lutte avec le moi, où le pouvoir du « je peux » s'épuisait, la volonté de pouvoir se transformait instantanément en volonté d'oppression.
Je peux seulement faire allusion ici aux conséquences fatales pour la théorie politique de cette identification de la liberté avec la capacité humaine de vouloir. Ce fut l'une des causes pour lesquelles, aujourd'hui encore, nous identifions presque automatiquement le pouvoir avec l'oppression, ou, du moins, avec la domination sur les autres. Quoi qu'il en soit, ce que nous comprenons habituellement par la volonté et la volonté-pouvoir a pris son essor à partir de ce conflit entre un moi qui veut et un moi qui accomplit. À partir de l'expérience d'un « je veux » et ne peut pas, qui signifie que le « je veux », quel que soit l'objet du vouloir, demeure soumis au moi, le frappe en retour, l'aiguillonne, l'incite à aller plus loin ou est ruiné par lui. Si loin que puisse s'étendre la volonté de pouvoir, et même si quelqu'un qu'elle possède commence à conquérir le monde entier, le « je veux » ne peut jamais se débarrasser du moi. Il y reste toujours lié, et il reste même toujours sous sa coupe. Cet enchaînement au moi distingue le « je veux » du « je pense », qui se produit aussi entre moi et moi-même, mais dans le dialogue duquel le moi n'est pas l'objet de l'activité de la pensée. Le fait que le « je veux » est devenu si assoiffé de pouvoir, que la volonté et la volonté de puissance sont devenues pratiquement identiques, est peut-être dû à cela qu'il a d'abord été expérimenté dans son impuissance. La tyrannie, en tout cas, seule forme du gouvernement qui surgisse directement du « je veux », doit sa cruauté avide à un égotisme entièrement absent des tyrannies utopiques de la raison avec lesquelles les philosophes souhaitaient contraindre les hommes et qu'ils conçurent sur le modèle du « je pense ». J'ai dit que les philosophes ont pour la première fois commencé à montrer un intérêt pour le problème de la liberté quand la liberté n'a plus été expérimentée dans le fait d'agir et de s'associer avec d'autres, mais dans le vouloir et dans le commerce avec soi-même. Bref, quand la liberté fut devenue le libre arbitre. Depuis lors, la liberté a été un problème philosophique du premier ordre. En tant que telle, elle a été appliquée au domaine politique, et elle est devenue ainsi un problème politique aussi bien. À cause du déplacement philosophique de l'action à la volonté-pouvoir, de la liberté comme mode d'être manifeste dans l'action au liberum arbitrium, l'idéal de la liberté cessa d'être la virtuosité au sens que nous avons mentionné plus haut, et devint la souveraineté, idéal d'un libre arbitre indépendant des autres et en fin de compte prévalant contre eux. L'ascendance philosophique de notre notion politique courante de la liberté est encore tout à fait manifeste chez les écrivains politiques du XVIIIe siècle. Par exemple, lorsque Thomas Paine affirma avec insistance que, pour être libre, il suffit à l'homme qu'il le veuille, parole que Lafayette appliqua à la nation. Pour qu'une nation soit libre, il suffit qu'elle veuille l'être. Manifestement, ces mots font écho à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui est resté le représentant le plus cohérent de la théorie de la souveraineté, qu'il fit dériver directement de la volonté, de sorte qu'il put concevoir le pouvoir politique à l'image exacte de la volonté-pouvoir individuelle. Il tira argument contre Montesquieu de ce que le pouvoir doit être souverain, c'est-à-dire indivisible, parce qu'une volonté divisée serait inconcevable. Il n'évita pas les conséquences de cet individualisme extrême, et il soutint que dans un état idéal, les citoyens n'ont aucune communication entre eux, que pour éviter les factions, chaque citoyen n'opine que d'après lui. En réalité, la théorie de Rousseau se trouve réfutée, pour la simple raison qu'il est absurde qu'une volonté se donne des chaînes pour l'avenir. Une communauté effectivement fondée sur cette volonté souveraine ne serait pas construite sur du sable, mais sur des sables mouvants. Tout le travail politique est, et a toujours été, accompli à l'intérieur d'un cadre élaboré de liens et d'obligations pour l'avenir, tels que les lois et les constitutions, les traités et les alliances, qui dérivent tous en dernière instance de la faculté de promettre et de tenir des promesses face aux incertitudes essentielles de l'avenir. En outre, un État où il n'y a pas de communication entre les citoyens et où chaque homme ne pense que ses propres pensées est par définition une tyrannie. Que la faculté de la volonté et de la volonté-pouvoir prise en elle-même, son rapport avec d'autres facultés, soit une capacité essentiellement non politique et même anti-politique, n'est peut-être nulle part aussi manifeste que dans les absurdités auxquelles Rousseau fut conduit et dans la curieuse sérénité avec lesquelles il les a acceptées. Politiquement, cette identification de la liberté à la souveraineté
est peut-être la conséquence la plus pernicieuse et la plus dangereuse de l'identification philosophique de la liberté et de libre arbitre. Car il conduit ou bien à nier la liberté humaine, si l'on comprend que les hommes, quoi qu'ils puissent être, ne sont jamais souverains, ou bien à considérer que la liberté d'un seul homme ou d'un groupe ou d'un corps politique ne peut être achetée qu'au prix de la liberté, c'est-à-dire de la souveraineté de tous les autres. À l'intérieur du cadre conceptuel de la philosophie traditionnelle, il est même très difficile de comprendre comment la liberté et la non-souveraineté peuvent coexister, ou, pour le dire autrement, comment la liberté a pu être donnée aux hommes dans la condition de non-souveraineté. Effectivement, il est aussi plus réaliste de nier la liberté à cause du fait de la non-souveraineté humaine qu'il est dangereux de croire qu'on ne peut être libre, en tant qu'individu ou que groupe, que si l'on est souverain. La fameuse souveraineté des corps politiques a toujours été une illusion, qui, en outre, ne peut être maintenue que par les instruments de la violence, c'est-à-dire par des moyens essentiellement non politiques. Dans les conditions humaines qui sont déterminées par le fait que des hommes et non l'homme vivent sur la Terre, la liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu'elles ne peuvent même pas exister simultanément. Là où des hommes veulent être souverains en tant qu'individus ou que groupes organisés, ils doivent se plier à l'oppression de la volonté, que celle-ci soit la volonté individuelle par laquelle je me contrains moi-même ou la volonté générale d'un groupe organisé. Si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer. Qu'est-ce que la liberté? Partie 4. Depuis que le problème de la liberté dans son ensemble nous apparaît d'une part dans l'horizon des traditions chrétiennes et d'autre part dans celui d'une tradition philosophique originellement antipolitique, il nous est difficile de comprendre qu'il puisse exister une liberté qui ne soit pas un attribut de la volonté, mais un auxiliaire du faire et de l'agir. Tournons-nous donc une fois de plus vers l'Antiquité, c'est-à-dire vers ces traditions politiques et préphilosophiques, non pas assurément pour sacrifier à l'érudition, ni même en raison de la continuité de notre tradition, mais simplement parce qu'une liberté expérimentée, uniquement dans le cours de l'action, n'a jamais retrouvé depuis une expression d'une telle clarté classique, bien que naturellement l'humanité n'ait jamais complètement perdu cette expérience. Cependant, pour des raisons que nous avons déjà mentionnées et que nous ne pouvons pas discuter ici, cette expression n'est nulle part plus difficile à saisir que dans les écrits des philosophes. Bien entendu, cela nous conduirait trop loin de tenter d'extraire, pour ainsi dire, des concepts adéquats de la masse de la littérature non philosophique, des écrits poétiques, dramatiques, historiques et politiques, dont l'expression élève les expériences à un domaine de splendeur qui n'est pas celui de la pensée conceptuelle. Au reste, pour les buts que nous proposons, cela n'est pas nécessaire, car tout ce que la littérature ancienne, grecque aussi bien que latine, peut nous dire en cette matière, a en fin de compte sa racine dans l'étrange fait que la langue grecque et la langue latine possèdent chacun deux verbes pour désigner ce que nous appelons uniformément agir. Les deux mots grecs sont commencer, conduire, et finalement commander, et mener à quelque chose à bonne fin. Les verbes latins correspondants sont agere, mettre quelque chose en mouvement, et gerere, qui est difficile à traduire et signifie en quelque sorte la continuation endurante et le maintien d'actes passés dont les résultats sont les res gestae. Les actes et les événements que nous appelons historiques, donc. Dans ces deux cas, l'action apparaît à deux niveaux différents. Le premier est un commencement, par lequel quelque chose de nouveau entre dans le monde. Le mot grec qui indique le fait de commencer, de conduire, de commander, c'est-à-dire les qualités supérieures de l'homme libre, témoigne d'une expérience où le fait d'être libre et la capacité de commencer quelque chose de neuf coïncident. La liberté, comme nous dirions aujourd'hui, était expérimentée dans la spontanéité. Les multiples sens de ce mot indiquent ceci. Seuls pouvaient commencer quelque chose de nouveau, ceux qui étaient déjà des dirigeants, c'est-à-dire les chefs de famille qui commandaient les esclaves et la famille, et qui s'étaient ainsi libérés eux-mêmes des nécessités de la vie pour des entreprises dans des pays lointains ou la citoyenneté au sein de la police. Dans l'un et l'autre cas, ils ne dirigeaient plus, mais étaient des dirigeants parmi des dirigeants, côtoyant leur père dont ils s'assuraient l'aide en tant que chef, dans le but de commencer quelque chose de nouveau,
d'amorcer une nouvelle entreprise. Car ce n'est qu'avec l'aide des autres que le dirigeant, l'instigateur, le chef, pouvait agir effectivement, mener à bien tout ce qu'il avait commencé de faire. En latin, être libre et commencer sont également connexes, bien que d'une manière différente. La liberté romaine était un héritage transmis par les fondateurs de Rome au peuple romain. Leur liberté était liée au commencement que leurs ancêtres avaient établi en fondant la ville. Les descendants avaient à en gérer les affaires, à en supporter les conséquences et en accroître les fondations. Tout cela ensemble constitue les res gestae de la République romaine. Par conséquent, l'historiographie romaine, essentiellement aussi politique que l'historiographie grecque, ne se contentait jamais de la simple narration des hauts faits et des grands événements. À la différence de Thucydide ou d'Hérodote, les historiens romains se sentaient toujours liés au commencement de l'histoire romaine, parce que ce commencement contenait l'élément authentique de la liberté romaine et ainsi rendait politique leur histoire. Quoi qu'ils aient à relater, ils commençaient ab urbe condita, par la fondation de la ville, garantie de la liberté romaine. J'ai déjà mentionné que le concept antique de liberté ne jouait aucun rôle dans la philosophie grecque, précisément à cause de son origine exclusivement politique. Les écrivains romains, il est vrai, se rebellèrent à l'occasion contre les tendances antipolitiques de l'école socratique. Mais leur étrange manque de talent philosophique les empêcha apparemment de trouver un concept théorique de la liberté qui aurait pu être adéquate à leur propre expérience et aux grandes institutions garantes de la liberté présentes dans la res publica romaine. Si l'histoire des idées était aussi cohérente que les historiens l'imaginent parfois, nous aurions encore moins d'espoir de trouver une idée politique solide de la liberté chez saint Augustin, le grand penseur chrétien qui introduisit le libre arbitre paulinien avec ses perplexités dans l'histoire de la philosophie. Or, nous trouvons chez saint Augustin non seulement la discussion de la liberté comme liberum arbitrium, bien que cette discussion soit devenue décisive pour la tradition, mais encore une notion conçue de manière totalement différente qui apparaît de façon caractéristique dans son seul traité politique. Dans la Cité de Dieu, saint Augustin, comme il est naturel, parle davantage à partir de l'arrière-plan des expériences spécifiquement romaines que dans aucun de ses autres écrits. Et la liberté est conçue là non comme une disposition humaine intérieure, mais comme un caractère de l'existence humaine dans le monde. L'homme ne possède pas vraiment la liberté. Bien plutôt, lui, ou mieux sa venue dans le monde, s'identifie avec l'apparition de la liberté dans l'univers. L'homme est libre parce qu'il est un commencement et a été créé ainsi après que l'univers était déjà venu à être. Au commencement, il a été créé l'homme devant qui personne n'a existé. Dans la naissance de chaque homme, ce commencement originel est réaffirmé, parce que dans chaque cas, quelque chose de nouveau apparaît dans un monde déjà existant qui continuera d'exister après la mort de chaque individu. C'est parce qu'il est un commencement que l'homme peut commencer. Être un homme et être libre sont une seule et même chose. Dieu a créé l'homme dans le but d'introduire dans le monde la faculté de commencer, la liberté. Les fortes tendances antipolitiques du christianisme des premiers âges sont si familières que l'idée qu'un chrétien a été le premier à formuler les implications philosophiques de l'idée politique antique de liberté nous frappe à peu près comme un paradoxe. La seule explication qui vienne à l'esprit est que saint Augustin était un Romain autant qu'un chrétien. Et dans cette partie de son œuvre, il a formulé l'expérience politique centrale de l'Antiquité romaine, qui était que cette liberté au commencement devenait manifeste dans l'acte de fondation. Or, je suis convaincue que cette impression changerait considérablement si les dires de Jésus de Nazareth étaient pris davantage au sérieux dans leurs implications philosophiques. Nous trouvons dans ces parties du Nouveau Testament une interprétation extraordinaire de la liberté, et particulièrement du pouvoir inhérent à la liberté humaine. Mais la capacité humaine, qui correspond à ce pouvoir qui, selon les mots de l'Évangile, est capable de mouvoir les montagnes, n'est pas la volonté, mais la foi. L'œuvre de la foi proprement son produit est ce que les évangiles appelaient miracle, un mot qui a de nombreux sens dans le Nouveau Testament et est difficile à comprendre. Nous pouvons ici négliger les difficultés et nous référer seulement aux passages où les miracles sont, de façon claire, non pas des événements surnaturels, mais seulement ce que tous les miracles, qu'ils soient accomplis par des hommes ou par un agent divin, doivent toujours être. Des interruptions
d'une succession naturelle d'événements, d'un processus automatique dans le contexte desquels il constitue la chose totalement inattendue. Nul doute que la vie humaine, placée sur la Terre, soit entourée de processus automatiques. Les processus naturels de la Terre, qui sont à leur tour entourés par des processus cosmiques, et nous-mêmes, nous sommes poussés par des forces semblables dans la mesure où nous aussi sommes une partie de la nature organique. Notre vie politique, en outre, même si elle est le domaine de l'action, prend également place au cœur de processus que nous appelons historiques et qui tendent à devenir aussi automatiques que des processus naturels ou cosmiques, bien qu'ils aient été déclenchés par des hommes. La vérité est que l'automatisme est inhérent à tous les processus, quelle qu'en soit l'origine. Ce qui explique qu'aucun acte unique et aucun événement unique ne peuvent jamais, une fois pour toutes, délivrer et sauver un homme, une nation ou l'humanité. Il est de la nature des processus automatiques auxquels l'homme est soumis, mais à l'intérieur desquels et contre lesquels il peut s'affirmer par l'action de pouvoir seulement causer la ruine de la vie humaine. Jadis faits par l'homme, les processus historiques sont devenus automatiques. Ils ne sont pas moins ruineux que le processus vital naturel qui commande notre organisme et qui, dans ses propres termes, c'est-à-dire biologiquement, conduit de l'être au non-être, de la naissance à la mort. Les sciences historiques ne connaissent que trop bien de tels cas de civilisation pétrifiée, déclinant sans espoir, dont la condamnation semble fixée d'avance comme une nécessité biologique, et comme de tels processus historiques de stagnation peuvent durer et cheminer des siècles durant, ils occupent même, de loin, l'espace le plus grand dans l'histoire écrite. Les périodes de liberté ont toujours été relativement courtes dans l'histoire du genre humain. Ce qui d'ordinaire demeure intact dans les époques de pétrification et de fatale prédestination est la faculté de liberté elle-même, la pure capacité de commencer qui anime et inspire toutes les activités humaines et qui est la source cachée de la production de toutes les grandes et belles choses. Mais aussi longtemps que cette source demeure cachée, la liberté n'est pas une réalité du monde, tangible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas politique. Parce que la source de la liberté demeure présente, même quand la vie politique s'est pétrifiée et que l'action politique est impuissante à interrompre le processus automatique. La liberté peut aussi facilement être prise pour un phénomène essentiellement non politique. Dans de telles circonstances, la liberté n'est pas expérimentée comme un mode d'être avec son propre genre de vertu et de virtuosité, mais comme un don suprême que seul l'homme, parmi toutes les créatures terrestres, semble avoir reçu, dont nous pouvons trouver des traces et des signes dans presque toutes ses activités, et qui ne se développe pleinement néanmoins que lorsque l'action a créé son propre espace mondain, où il peut, pour ainsi dire, sortir de l'ombre et faire son apparition. Tout acte, envisagé non pas du point de vue de l'agent, mais dans la perspective du processus dans le cadre duquel il se produit et dont il interrompt l'automatisme, est un miracle, c'est-à-dire quelque chose à quoi on ne pouvait pas s'attendre. S'il est vrai que l'action et le commencement sont essentiellement la même chose, il faut en conclure qu'une capacité d'accomplir des miracles compte aussi au nombre des facultés humaines. Cela paraît plus étrange que ce ne l'est en fait. Il est la nature même de tout nouveau commencement qu'il fasse irruption dans le monde comme une improbabilité infinie. Mais c'est précisément cet infiniment improbable qui constitue en fait la texture même de tout ce que nous disons réel. Toute notre existence repose, après tout, pour ainsi dire, sur une chaîne de miracles. La naissance de la Terre, le développement de la vie organique à sa surface, l'évolution du genre humain à partir des espèces animales. Car du point de vue des processus de l'univers et de la nature, et de leur probabilité statistiquement accablante, la naissance de la Terre à partir de processus cosmiques, la formation de la vie organique à partir de processus inorganiques, enfin l'évolution de l'homme à partir des processus de la vie organique, sont toutes des improbabilités infinies, ce qu'on appelle couramment des miracles. C'est à cause de cet élément du miraculeux présent dans toute réalité que les événements, aussi précisément que nous les fassent prévoir la crainte ou l'espoir, nous laissent toujours sous le coup de la surprise quand ils se produisent. L'impact même d'un événement n'est jamais totalement explicable. Sa factualité transcende dans son principe toute prévision. L'expérience qui nous enseigne que les événements sont des miracles
n'est ni arbitraire ni fallacieuse. Elle est au contraire des plus naturelles et même presque banales dans la vie ordinaire. Sans cette expérience banale, l'importance donnée par la religion au miracle surnaturel serait presque incompréhensible. J'ai choisi l'exemple de processus naturels qui sont interrompus par l'avènement de quelques improbabilités infinies pour mettre en lumière le fait que ce que nous appelons réel dans l'expérience ordinaire a le plus souvent surgi grâce à des coïncidences plus étranges que la fiction. Bien sûr, cet exemple a ses limites, et il ne peut être appliqué purement et simplement au domaine des affaires humaines. Ce serait pure superstition d'opérer des miracles, d'espérer l'infiniment improbable dans le contexte de processus historiques et politiques automatiques, bien que cela même ne puisse jamais être complètement exclu. L'histoire, par opposition à la nature, est pleine d'événements. Ici, le miracle de l'accident et de l'improbabilité infinie se produit si fréquemment qu'il peut sembler étrange de parler de miracle. Mais la raison de cette fréquence est simplement que les processus historiques sont créés et constamment interrompus par l'initiative humaine, par l'initium, que l'homme est dans la mesure où il est un être agissant. Par conséquent, ce n'est pas du tout de la superstition. C'est même une attitude réaliste que de s'attendre à ce qui ne peut être prévu et prédit, de se préparer à des miracles dans le domaine politique. Et plus la balance pèse lourdement en faveur du désastre, plus miraculeux apparaîtra le fait accompli librement. Car c'est le désastre, et non le salut, qui se produit toujours automatiquement, et doit, par conséquent, toujours paraître inéluctable. Objectivement, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur et sans tenir compte du fait que l'homme est un commencement et un commenceur, les chances que demain soit comme hier sont toujours les plus fortes. Peut-être pas aussi fortes, il est vrai, mais presque aussi fortes qu'étaient les chances pour qu'aucune terre ne surgisse jamais des événements cosmiques, qu'aucune vie ne se développât à partir des processus inorganiques, et qu'aucun homme n'émergeât de l'évolution de la vie animale. La différence décisive entre les improbabilités infinies sur lesquelles repose la réalité de notre vie terrestre et le caractère miraculeux inhérent aux événements qui établissent la réalité historique, c'est que, dans le domaine des affaires humaines, nous connaissons l'auteur des miracles. Ce sont les hommes qui les accomplissent. Les hommes qui, parce qu'ils ont reçu le double don de la liberté et de l'action, peuvent établir une réalité bien à eux.